accepté par la régie. Installez-vous confortablement et c'est parti. Tu m'as proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas. Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. On a le dîner, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Je suis très content de vous retrouver. Ce soir, c'est une spéciale éducation. On va parler des nouvelles méthodes d'éducation. On va comparer un petit peu ce qui se passe dans le système de l'éducation nationale. On va parler également de la méthode Montessori. C'est vrai qu'il y a une petite hype autour de la méthode Montessori depuis quelques années. On va vous expliquer ce que c'est et puis voir si c'est applicable, comment est-ce qu'on peut faire ça au quotidien. Je vais en profiter pour faire un rapide tour de plateau pour présenter tous nos invités et chroniqueurs que vous connaissez bien maintenant. On va commencer avec la chroniqueuse du bonheur, Clémentine, comment elle va ? Ça va super, toujours heureuse. La championne en titre du quiz, du coup, parce que la dernière fois ça s'est bien passé pour toi. Espérons que ça sera à Paris ce soir. Et on verra. En tout cas, je sais que nos amis Stanley d'un côté et Conan de l'autre ont 2-3 trucs à régler, donc on va voir ça dans le courant de l'émission, messieurs. C'est normal, on est les garçons. Bienvenue à vous. Et c'est vrai que vous êtes les deux seuls garçons du plateau, puisque du coup ce soir c'est un plateau où il y a beaucoup une majorité féminine, on va dire. Alors ça plaît à certains, ça plaît peut-être moins à d'autres pour la question de parité. Me regarde pas comme ça quand tu dis ça. C'est quoi ce bordel ? Non, j'aime beaucoup les femmes. Écoute, très bien. Enfin, de manière générale. Ok, super. Mais la semaine dernière, la première connerie que tu dis dès qu'on parle du genre, il faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Je disais justement la semaine dernière qu'on a fait l'émission sur les énergies, il y avait plutôt une dominante masculine autour de la table. Parce que hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Hein. En tout cas, celle qui porte un pull genré, Carline, bienvenue sur le plateau de Radio C'est quoi ta France, comment ça va ? Les clichés, j'assume. Ouais, ça va, merci. Bienvenue à toi, tu es l'auteur d'un podcast, et voilà. Yes. Est-ce que tu peux... qui donne la parole aux enfants. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de ce podcast-là, s'il te plaît ? Yes. Moi, à la base, il faut savoir que je viens d'une école d'ingénieur, donc je me suis reconvertie à la fin de mes études parce que je me suis posé beaucoup de questions sur mon orientation. Et je me suis dit que si moi-même, alors que j'étais une bonne élève, je me suis mal orientée, c'est qu'il y avait un petit problème. Donc j'ai tout remis en question, j'ai recommencé à zéro. Et je me suis lancée dans l'éducation alternative. Et du coup, j'ai lancé un podcast qui donne la parole aux enfants parce qu'ils ont aussi des choses à dire. Très bien, tu vois, il n'y a pas que toi, Conan, qui a des trucs à dire. Ouais, moi, je suis un enfant, de toute façon, moi. En face, on va retrouver Fanny, humoriste. Comment ça va ? Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France ? Merci beaucoup, ça va vachement bien. Merci de m'avoir invité. On est très content de te recevoir. Tu es souvent au Festival d'Avignon, au Havre d'Avignon, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis un grand fan du Festival d'Avignon. C'est vrai que tous ceux qui font de la scène, peut-être qu'il y a ce dénominateur commun, c'est des gens à qui on a envie aussi qui se font confiance et à qui on a peut-être fait confiance à un moment donné. C'est vrai, oui. En tout cas, on se fait confiance à nous-mêmes déjà en premier temps. Donc, ça, c'est important. Maria qui est avec nous ce soir, qui est directrice d'une école Montessori, Beautiful Minds. Oui, bonjour à tous. Parle bien dans ton micro s'il te plaît, sinon Cyril va s'énerver contre nous et je n'aimerais pas que cela arrive. Donc bienvenue à toi Maria. Oui, bonsoir à tous, je suis ravie d'être ici. Donc moi, comme tu as dit, je suis directrice et fondatrice de l'école Montessori Beautiful Minds, que j'ai créée il y a 7 ans, qui accueille aujourd'hui 165 enfants de 2 à 11 ans. Voilà. Et comment c'est venu alors ce projet d'école, de monter une école Montessori ? Tu t'es dit, en fait, il y a peut-être besoin de revoir un peu ce que c'est que le logiciel de l'éducation en France ? En fait, moi, je n'ai pas du tout commencé dans le domaine d'éducation à la base. J'ai travaillé en entreprise internationale pendant 6 ans. Et c'est vraiment à la naissance de mon fils que j'ai commencé à me poser des questions sur quelle éducation je voulais lui donner, où est-ce que je voudrais le scolariser, que je me suis rendu compte que le choix était assez limité et on n'a pas eu une pas très bonne expérience dans une crèche, on va dire, classique. Et c'est un peu accéléré mon projet qui était finalement le projet que j'avais quand j'étais adolescente. D'ouvrir une école, je connaissais pas encore Montessori à l'époque, mais c'est un projet que j'avais quand j'étais plus jeune et c'est revenu vraiment à ce moment-là.
Est-ce que merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'autour de la table, il y a des gens qui connaissaient la méthode Montessori ou en tout cas la philosophie Montessori? Oui, tout à fait. J'ai pris la parole parce que nous, à la Fabrique Spinoza, justement, on pense que déjà dès l'éducation, et donc dès la petite enfance, on peut changer les choses et inculquer aux enfants des bonnes pratiques, des façons de réfléchir par eux-mêmes, etc. Et je pense que la méthode Montessori, c'est une méthode très intéressante. Après, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, parce qu'on a quand même 2 spécialistes de l'éducation. Donc, si vous voulez développer un peu ce qu'est la méthode en elle-même, ce qui est un peu compliqué quand même. Allez, hop, une patate chaude, qui veut la prendre là? Allez-y, servez-vous, parce que moi, je ne connais rien. Je peux commencer. Donc, Maria Montessori, il était médecin à la base. Donc, c'était la première femme médecin en Italie. Qui au début travaillait avec des enfants qui avaient des retards mentaux ou des difficultés et que plus tard il a finalement travaillé avec les enfants, on va dire, normaux, et en fait il a vu très tôt que les enfants, ils ont besoin d'une activité, ils ont besoin de manipuler des choses, ils ont besoin des objets pour pouvoir le faire. Et à l'époque, ce n'était pas du tout encore développé, donc on parle de début du XXe siècle. Et les enfants étaient un peu laissés à eux-mêmes. Donc, elle a créé sa première maison des enfants, donc c'était Casa dei Bambini en 1907 en Italie. Casa del Bambini, magnifique. Une chanson une vraie nouvelle série, tu vois. Donc c'était un banlieue très pauvre de Rome, qui s'appelle San Lorenzo. Et en fait, on lui a demandé de s'occuper des enfants. Elle n'était pas pédagogue à la base. Mais Ça vient de San Lorenzo, en fait, à la base? Oui. Ok. San Lorenzo, c'est quand même le quartier de lutte, comment dire, c'est là où s'est concentrée la lutte contre le fascisme sous Mussolini. C'est un quartier historique populaire, je veux dire, qui vise à essayer de proposer à chaque fois. Tu veux dire des communistes? Peu importe les étiquettes. D'accord, non, c'était effectivement un quartier populaire. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes, ils couraient dans les rues, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc le maire de Rome, à l'époque, il a demandé à Maria Montessori de faire quelque chose. Donc elle a rassemblé les enfants à l'âge qu'ils avaient, tous ensemble. Il a commencé à faire ses expérimentations. Donc il avait vraiment un regard de quelqu'un qui cherchait, d'un scientifique qui observait les enfants, voyait qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et donc, au fur et à mesure, elle a développé tout ce matériel pédagogique qui existe aujourd'hui et qui vraiment constitue une des richesses de cette pédagogie-là. Et donc, ce qu'elle a constaté au fil de ses expériences, c'est que elle a constaté le phénomène d'attention. Donc, elle a vu que les enfants sont capables de se concentrer longtemps. Elle a vu aussi le phénomène de répétition. Donc, elle a vu que les enfants ont envie de répéter les activités à plusieurs fois. Et il a même, dans un de ses livres, refait à une petite fille qui a refait une activité 42 fois. Si elle refait l'activité, c'est parce qu'elle apprécie ça, parce que j'imagine que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on aime bien et puis d'autres choses, quel que soit l'âge d'ailleurs, des choses qu'on a moins envie de faire. Donc effectivement, c'était une activité qui nourrissait quelque chose chez cet enfant-là. Et c'est ça ce qu'on essaie toujours de retrouver et proposer à chaque enfant, c'est quelque chose qui va le nourrir de l'intérieur, quelque chose qui va être la bonne chose à un bon moment. Parce que les enfants, ils vont pas tous au même rythme, ils n'ont pas tous besoin de la même chose en même temps. Tout à fait. Et c'est ce qu'elle a constaté. Elle a vu aussi ce qui était un peu on va dire, le fruit du hasard, c'est que les enfants étaient des âges mélangés, parce que il n'y avait pas d'autre solution à l'époque. Mais elle a vu... Peut-être que l'âge, c'est pas un bon critère, je rebondis sur ce que tu dis, l'âge, c'est peut-être pas un bon critère nécessairement pour classer les enfants, je me rends pas compte. Oui. Donc ce qu'elle a effectivement constaté... Je n'ai pas d'enfants, mais du coup, je me dis en plateau, ceux qui ont des enfants... Moi, j'ai des enfants. Enfin, j'en ai une déjà. Enfin, les autres n'ont pas déclaré, mais... Concrètement, j'ai envie de te dire un truc. Moi, j'ai été faire un tour justement avec ma petite. Non, pas à San Lorenzo, mais j'ai été faire un tour dans une école. Alors, je sais pas si c'était Montessori parce que ma petite, elle est assez intelligente, mais c'est un peu, elle est un peu en suractivité, quoi. Hyperactive. Hyperactive, oui. Ouais, c'est ça le mot. Concrètement, on a été voir. Moi, j'ai trouvé ça super. Le prix, un peu moins, parce que ça coûte excessivement cher. Déjà, c'est un point qui fait que ça met une niche par rapport aux gens qui vont
dans ces écoles-là, même si effectivement des gens qui ont moins de moyens seraient intéressés. Et il y avait un deuxième point qui m'inquiétait, c'est alors on apprend, il n'y a pas de notes, on est d'accord. Il y a un cursus qui est plus ou moins celui de l'enfant. Et la finalité, s'il a envie de passer son brevet, il peut passer son brevet ou pas. S'il a envie de passer son bac, il peut passer son bac ou pas. Et moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, je me dis, mais faire ça pendant un certain nombre de temps, c'est bien. Mais si après, l'enfant a besoin d'aller dans un cursus normal, il peut y avoir un décalage. Et moi, c'est ce qui m'a fait... Bon, aussi le fait que j'avais pas l'argent, mais... Faut pas le dire, ça. Mais ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, oui, c'est formidable le temps où on est. Et puis après, on retourne dans cette société qui a une structure et qui fonctionne d'une certaine manière. Et si tu vas et que tu es un peu trop, tu as perdu les codes, quoi. Et ça peut être très compliqué après. Et il y a beaucoup de sujets là. Alors, voilà, merci pour ce témoignage. Conan, peut-être pour recentrer un peu le débat et faire un petit ping-pong avec nos invités. C'est vrai que l'un des piliers forts de la méthode Montessori, c'est de se concentrer sur l'enfant et de lui donner confiance en soi. Et quoi de mieux qu'un podcast et de donner la parole à des enfants pour leur donner confiance en eux finalement. Est-ce que si tu t'es inspiré de la méthode Montessori, Cardine? C'était pas vraiment ça mon but à la base, c'était pas forcément de... Mais dis oui, ça fait bien. Mais servir les enfants, j'avoue. En fait, mon but, c'était plutôt de montrer aux adultes que les enfants ont une valeur malgré... justement, on parlait de l'âge tout à l'heure, on considère souvent les enfants par rapport à leur âge. Donc plus ils sont petits, et moins on va les considérer, moins on va les respecter. Et parfois, on leur dit des choses qu'on n'oserait même pas dire à des adultes. Et donc moi, mon but avec le podcast, c'était de montrer que non, c'est des personnes à part entière, ils ont déjà leurs propres opinions. Et, ils ont de la réflexion, etc. Ils ont de la réflexion, voilà. Et donc mon but, c'était vraiment ça de... C'est quoi l'âge limite pour participer à ton podcast? Justement, j'en ai pas vraiment. J'ai plutôt des conditions. Les conditions, c'est tu veux y aller bientôt? Mais oui, moi je voulais savoir. Je pensais à ça, ouais. Non, mais en fait, quel moment mes conditions, c'est savoir s'exprimer bien et pouvoir tenir une discussion. Tu sais faire ça. Donc, oui, environ, là, on est bon. vers 4 ans, ça dépend des enfants. Et après, ma condition limite, c'est avant l'adolescence. Ouais. Ah, donc du coup, parce que moi ça m'intéresse. J'ai une moustache, ça marche pas. Moi, j'aimerais bien que tu fasses un podcast avec Greta Thunberg, ça tu vois, ça peut être sympathique. Déjà trop âgé, déjà trop âgé. Elle est dans l'adolescence. Très bien. Mais ça me fait penser au film, je sais pas si tu as vu Les Petits Philosophes de Frédéric Lenoir, qui est notre président d'honneur justement à la Fabrique Spinoza. Trop bien. Et il a fait un film incroyable où justement il va interviewer des enfants dans les classes, où il va leur poser des questions de philosophie. Et en fait, il les interviewe un à un et on se rend compte qu'ils ont des réflexions que nous on a également et qu'en fait, malgré leur jeune âge, ils se posent autant de questions sur la vie, sur la mort, enfin voilà. Mais avec leurs petits mots, donc c'est super mignon et voilà. Donc je te conseille de le regarder. Je l'ai sur ma liste de films, je ne l'ai pas encore regardé, mais c'est vrai que moi-même je l'ai remarqué, ils sortent des perles des fois. À l'époque de Maria Montessori, c'est ce qu'elle a aussi fait remarquer, parce qu'à l'époque, l'enfant était un citoyen perdu, il n'avait même pas de mobilier qui était fait à la taille de l'enfant, c'est elle qui l'a introduit à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu une évidence qu'il faut des petites chaises, des petites tables, mais à l'époque, c'était des bancs où les jambes traînaient dans l'air, et ce n'était pas du tout adapté. Donc il a vraiment retourné le regard de la société sur l'enfant, sur les capacités qu'il a en lui, que l'enfant c'est vraiment le père de l'homme. C'est vrai que tout ce qui est petit, moi je vois quand je vois les petites baskets comme ça, là, moi je trouve ça génial, ça me donne envie d'avoir des enfants, c'est formidable. Alors, avant qu'on passe le mash-up de la semaine, du coup, qu'est-ce que vous... Stan est navré. Les gosses avec les superstars Adidas et tout là, Nike, toutes les marques là. Attends, non mais ça peut être aussi des trucs. On ne peut pas avoir que des chaussures en chanvre, Stan. C'est pas possible. Je sais. Ça serait pratique pourtant, c'est économique, c'est écologique. Tu peux les fumer. Voilà, exactement. Plusieurs usages. Mais c'est cher. C'est cher en plus. Les chaussures en chanvre sont chères. Ah ouais? Regardez vraiment. Aussi cher que les Nike? Non. C'est peut-être pas fabriqué par des enfants chinois, ceci dit. Je crois. Ouais, c'est ça. Des Péruviens. Bon. Du coup, non, peut-être avant qu'on passe au mash-up de la semaine et qu'on vous fasse réagir, est-ce que vous croyez à ces nouvelles méthodes d'éducation? Est-ce que on part tous du principe que il y a peut-être un décalage entre l'éducation nationale par lequel on est, je pense, tous passés, et du coup, les nouvelles méthodes qui peuvent émerger. On a parlé de Montessori, mais il y a aussi d'autres philosophies. Quel est votre constat aujourd'hui sur le décalage qu'il peut y avoir? Peut-être ceux qui ont des enfants en plateau.
Que toi, du coup. Non, parce que moi, après, si vous pouvez réagir aussi. Projetez-vous comme si vous aviez des enfants. Non, mais c'est plus facile de se projeter. Bien sûr, évidemment. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Quand j'étais plus jeune, justement, j'étais tombé sur un bouquin qui n'existe plus d'ailleurs. C'est Jan Korczak. Je sais pas si Jan Korczak. Oui. Ouais. Oui. La République des enfants. Qui a été, en fait, le livre a été banni pendant un certain temps parce qu'en fait, c'est un peu Montessori, c'est un peu la même chose. Ça a une époque lointaine et donc c'était assez mal vu. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant, le fait d'élever l'enfant un peu à une hauteur même peut-être plus grande que les adultes, parce que les adultes, on a tous des sociopathies, donc du coup, on est un peu amoindris. Mais du coup, ouais, je suis plutôt pour. Mais après, comment il y a Montessori, il y a d'autres trucs, etc. Et après, il y a une philosophie très scandinave aussi, de mettre l'enfant au cœur du. Et ça marche, d'ailleurs, en Finlande, etc. Ils ont les meilleurs taux d'éducation. Oui, enfin, c'est des petits pays aussi, il faut pas. Commence pas avec ça. Ah si, non, faut arrêter de déconner, faut pas faire des comparaisons comme ça. Montessori. Faire des comparaisons. Il faut s'inspirer. Si on s'organise bien, j'imagine que ça peut fonctionner. Je t'en prie, allez-y. Elle toujours voyait l'éducation comme une aide à la vie. Donc pour moi, c'est ça vraiment le slogan et c'est ça ce qu'on essaie de faire. Et c'est une éducation qui va vraiment rendre l'enfant acteur de sa vie, qui va être conscient de ce qui se passe avec lui, avec la société, comment il peut construire les relations avec les autres, qu'il soit aussi un être responsable, qui puisse choisir dans la vie. Le fait qu'il commence à choisir une activité dans la classe, c'est son entraînement dans la vie pour faire les choix. Parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne, comme si on veut être sportif et on veut avoir des muscles, il faut s'entraîner. C'est pareil dans tout le reste. Si on veut être responsable, il faut qu'on puisse avoir ses responsabilités progressivement toute la vie, avant même 18 ans. C'est pas, Je te remercie de le dire, et tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on avait organisé des ateliers pour les enfants de l'école Montessori, où on parlait justement de l'impact environnemental que pouvait générer l'homme sur les écosystèmes. Donc du coup, c'est vrai que ça fait peut-être partie des sensibilisations il y a peut-être moyen de démocratiser davantage dans le circuit public classique. Cher ami, est-ce que je vois un pouce en l'air magnifique, la torpille est prête. C'est l'heure du mash-up, alors du coup, accrochez-vous. On se retrouve juste après cette petite séquence. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Round 1, fight! Vous n'avez pas appris votre poésie. Les autres, elle n'a pas appris sa poésie. Faites pitié. 8h12 au lycée Jean Monnet. Un lycée difficile, et pourtant, dans un système devenu archaïque pour certains, le corps enseignant a décidé de répondre aux problèmes de l'éducation nationale à leur manière. Principe numéro 1 de la pédagogie Montessori, l'enfant doit apprendre à faire seul. Ici, quand un enfant lave, essuie, aspire, c'est qu'il est en train d'apprendre à écrire. Moi, il y a un truc que j'apprécie assez peu avec l'éducation en ce moment, c'est ce système de notes, dans le sens où on est mis en comparaison avec les autres, alors que ça n'a jamais fait progresser personne. Marie, 0. Je vais être obligé de convoquer votre mère. Elle est toujours stripteaseuse. Aujourd'hui, on va étudier l'Europe. Le continent en dessous, on s'en fout, c'est l'Afrique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que des pauvres et des noirs. On va chercher les lettres. Eh ben, c'est parti. Tu sais où elles sont? Elles ont changé. L'enfant doit pouvoir tout toucher. À toi. Je te laisse la tracer. Ça change quoi, le fait qu'il puisse toucher? Le fait de pouvoir manipuler, de sentir la lettre. Donc l'enfant s'en imprègne. La main, c'est le deuxième cerveau de l'enfant. C'est vrai qu'il était temps de faire quelque chose, c'est évident. Il fallait qu'on rajeunisse nos méthodes. Et je pense qu'on a de bonnes idées. On a eu de bonnes idées. On a de bonnes idées. Kevin a répondu LOL. Kevin a répondu LOL. Au KLM. Au calme, monsieur.
Monsieur Bono, occupez-vous de votre copie. Là. C'est un système qui complexe un peu les jeunes. Admettons, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 18. Je vais voir mon ami, je lui dis, t'as eu combien? Il me dit, j'ai eu 3. Je dis, tu pues la merde. Ça crée pas des bons états d'esprit. Je pense qu'on arrive à un moment dans notre société qui est en crise où l'éducation nationale n'a plus le vent en poupe. Et c'est donc grâce à une méthode vieille de 110 ans que le mammouth espère rajeunir. Je vois dans mon cours, j'utilise très bien le porno, ça marche bien, c'est... Monsieur, c'est aujourd'hui le cours sur le gangbang? Oui. Dégage. Non, le Big Bang, Thibaut. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre 30 gamins dans une même classe pendant 1 heure pour parler d'un truc, puis les mêmes 30 pour parler d'un autre truc pendant 1 heure? Est-ce que c'est bien comme ça que ça rentre là-dedans, en fait? Est-ce que c'est... Moi, je crois pas. Ici, c'est Mykonos, c'est l'île des Ch'tis, c'est là où ils partent en vacances, c'est en Grèce, pas compliqué. Mais c'est là où il y a la crise économique? Ouais, ça on s'en fout complètement, non. On va plutôt s'intéresser à l'épisode où Sandy, la Marseillaise, elle se trompe de string. Ça c'est quand même un petit peu plus parlant. Je pense très sérieusement que chaque étudiant devrait avoir son propre système de notation. Admettons, je vais voir mon ami, j'ai eu 18, je lui dis, t'as eu combien? Il me dit, j'ai eu rhinocéros, frère. Avec un peu de chance, je vais me négocier un calamar de moyenne. Je crois que la nature de l'enfant, c'est d'apprendre, en fait. Et je pense que souvent, l'école casse ça. C'est l'école qui est en tort de ne pas y arriver. Le gamin, il est tout disponible, lui. Bon, le petit Coudray maintenant, il a fait une demande pour une première L l'année prochaine. Ah oui, non, attends, ça m'arrange pas là, il a pas du tout niveau, puis on est déjà 45 en classe de français là. En la clé, il se débrouille, hein. C'est le premier au centimètre près, hein. Bah, c'est parfait ça. On a qu'à le mettre en CAP jardinage, son 3. Il va faire de la haie. Les mains sont des papillons. Ils se promènent. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous voudriez prendre certains des principes des écoles Montessori pour essayer de les faire appliquer dans les écoles publiques. C'est l'esprit Montessori que l'on doit avoir qui est excellent. Pardon, dans la vie je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. Je suis professeure d'histoire de l'art. En CAP, soudeur, bétonneur, option foot. De retour sur le plateau de C'est quoi ta France, un très beau mashup, j'en profite pour Salut Captain, vous retrouvez toutes les semaines sur la chaîne YouTube de Radio CQTF. Alors du coup, moi j'ai une première question, Maria, est-ce que vous notez vos élèves avec des rhinocéros calamar et rhinocéros. Au sein de l'école Montessori? Nous on n'a pas de notes à l'école et effectivement c'est pas du tout l'esprit, on compare pas les enfants les uns par rapport aux autres. Et ça me fait penser à la phrase d'Albert Einstein qui disait que si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper sur les arbres, il va passer toute sa vie à penser qu'il est nul. Donc forcément, les enfants sont tous différents, ils ne sont pas tous au même niveau de développement dans différents domaines et ce n'est pas la peine de les comparer. Après, nous, en tant qu'adultes et éducateurs en classe, on a notre système d'observation scientifique qui va vraiment être très poussé pour savoir où est-ce qu'il est chaque enfant, quelle aide utile on peut lui apporter pour aller plus loin dans ses apprentissages et dans son développement. Très bien. Si un enfant est con, par exemple, parce que ça arrive, il y a des enfants qui sont cons. Il est con, mais on essaye de le développer pour qu'il soit un peu plus... comment dire, un peu plus... un peu plus éveillé? Un peu plus éveillé, ouais, j'allais dire aware, putain. Bah, nous, on part déjà du principe que, comme il disait... Que les enfants sont pas cons. Ils sont nés tous... Parce qu'on n'est pas tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux. Et d'ailleurs, comme j'ai déjà dit, Maria Montessori a commencé à travailler avec des enfants qui avaient réellement un retard mental. Et entre autres aussi avec des sourds-muets. C'était des enfants... Non, mais attends, il y a une différence entre con et retard mental. Ouais, mais en fait, comment tu définis con là-dedans parce que je comprends pas. Un gamin qui a toutes ses capacités, mais qui est limité, par exemple. Genre vous n'avez jamais rencontré des gamins ou des gens qui sont cons. Bah si, mais moi pour moi je me sens con par exemple, tu vois. Non, mais hyper subjectif. T'es un intellectuel con. Voilà. Un con en règle générale, on va recentrer un petit peu le débat. Fanny, qu'est-ce que tu veux faire ressortir de ce mash-up, s'il te plaît? Qu'est-ce que je ferais ressortir? Ah bah parce que ça montre que les histoires de notes et tout ça, même si tu notes avec tout et n'importe quoi, oui, tu finis toujours par noter un petit peu, t'as quand même un peu besoin de comparer. T'avais des bonnes notes toi à l'école ou pas? Moi j'étais bonne élève avec toi. Ça se voit comment je suis habillée, j'étais très bonne élève à l'école. Mais quand tu dis on compare calamar et rhinocéros, etc., finalement ça reste un point de comparaison.
on revient toujours au truc du on se compare forcément. C'est vrai. Parce que par exemple, moi, la question que je me posais en t'écoutant, c'était oui, mais après le bac, si jamais ils le passent, s'ils font des études supérieures, etc., il y a bien une finalité de diplôme et il y a bien une finalité où tu finis par avoir des notes. Est-ce que ça crée pas un choc quand tu as passé 18 ans de ta vie à ne jamais avoir de notes, à tout apprendre par toi-même et tu te retrouves d'un coup immergé dans une fac avec 800 élèves dans un amphi où tu as 3 en maths parce que tu sais pas pourquoi et alors, comment tu fais? Effectivement. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, que l'enfant, il se développe. Et une des choses que Marie Montessori a beaucoup changé dans la façon de voir l'éducation, c'est que le développement de l'enfant n'est pas linéaire. Donc on ne peut pas avoir... Tandis que dans le système traditionnel, ça va de... Voilà, l'enfant il a 3 ans, il a quelques activités, il joue, après il y a un peu de devoirs, plus de devoirs, et ça va un peu en linéaire, en augmentant le contenu, le nombre de devoirs, etc. Tandis que non, on sait que ça change et l'environnement ne peut pas être le même pour tous les enfants. Et au système des notes, ils ont très bien conscience, bien sûr, des enjeux sociaux, etc. Mais ça arrive progressivement. Ça veut dire que, on va dire, vers la fin de l'école élémentaire, ils sont tout à fait capables de comprendre qu'ils vont faire l'examen d'entrée au collège, qu'ils vont être notés, on va les entraîner à faire les tests chronométrés sur le temps, etc. Donc vous les accompagnez là-dessus? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, on les accompagne, mais on ne voit pas l'intérêt de le faire à 3 ans ou à 6 ans ou même à 9 ans. Parce que c'est pas là l'enjeu, ils n'ont pas besoin de cette course. Très bien. Alors, j'ai une petite question. Ouais, alors j'allais te donner la parole, ça tombe bien. Pose ta question et puis ensuite tu nous feras un petit focus sur quelques chiffres sur l'éducation nationale, mon vieux. On va essayer. En tout cas, je pense que je vais aussi. J'ai fait une rencontre, il se trouve sur le chemin, donc je vais parler aussi de cette rencontre-là qui m'a donné beaucoup d'informations. Je voudrais te demander juste, t'as pas eu de. Ça fait 11 ans qu'elle est ouverte, c'est ça? Non, 7 ans. 7 ans, pardon. Du coup, c'est un peu jeune aussi pour avoir un retour de ce décalage-là. Nous, on a eu des premiers élèves qui sont partis au collège et ça s'est très bien passé. Ok. Après, il y a des écoles qui sont plus anciennes aussi, j'ai eu de très bons retours parce qu'au niveau de programme, ils ont largement les connaissances et beaucoup plus large parce que voilà, le curriculum il est beaucoup plus large. Mais au niveau d'adaptation, ça se passe assez vite parce que ce qu'ils ont pu faire pendant ces années-là, c'est surtout grandir leur confiance en eux, leur capacité prendre des de travailler, décisions, prendre des décisions, être autonome. Et après, voilà, ça. Mais ça, on peut pas le faire à la maison. Avec les parents peuvent pas le faire. Moi, je voudrais en profiter pour remercier ma mère aujourd'hui. Parce que sans elle, pour jamais je serais qui je suis aujourd'hui. Voilà, donc c'est qu'il y a un problème dans l'éducation. Vraiment. Ça, c'est un point très important. Même au niveau des parents, hein, parce que ma mère, elle avait beaucoup de travail et le peu de temps libre qu'elle avait, elle le consacrait à ça, à me nourrir, me donner de la culture, me laisser faire avec les mains, peindre. Oui, c'est la première base, les parents, en fait, je pense. Moi. Et je vois plein de parents qui n'offrent plus ce temps-là aujourd'hui à leurs enfants. Ils vont trouver des substituts à travers le numérique, à travers la télé, une maintenant, montagne de jeux. Ouais, mais c'est un substitut très dangereux, on en parlera. Exactement. Après, pour le numérique, il y a énormément de parcours éducatifs qui se développent via le numérique et qui ont aussi des vertus positives. Aussi. Moi, il y a un point sur lequel je vais vous arrêter parce que je trouve que c'est un peu la question de la conseillère d'orientation finalement. C'est-à-dire que la dimension de donner confiance en soi aux enfants, je pense, peut-être qu'on aura, je peux me tromper, mais peut-être qu'on aura les trajectoires et les chiffres dans quelques années. Mais à mon avis, il y a des gens très connus qui ont fait les écoles Montessori et qui ont réussi. Donc, très bien. Quand je vais juste au bout de mon idée. Le mec d'Amazon. Très bien. Je vais juste au bout de mon idée, s'il vous plaît. Les personnes qui se sont écoutées, peut-être qu'elles ont eu moins de difficultés à trouver leur voie, justement. Alors, c'est peut-être le cas de Jeff Bezos, parce que tu faisais référence à lui, alors je ne sais pas. Mais moi, je pense que, voilà, à partir du moment où les enfants s'écoutent plus, ils ont des trajectoires, peut-être, certainement, à terme, beaucoup plus pertinentes. Voilà. Moi, j'irais juste dire que si Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, c'est ça, hein, s'il a vraiment fait cette école-là, je suis désolé, hein, c'est pas la bonne méthode, les gars, va falloir revisiter le problème. Hein, excusez-moi, mais. Mais je pense que c'est aussi. C'est pas l'objectif. Moi, sur mon site de l'école, je mentionne surtout pas les personnes célèbres parce qu'il y en a autant issus de l'éducation traditionnelle qu'autres. C'est pas ça vraiment le critère. Après, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de développer le potentiel de chaque enfant et pour qu'il puisse, comme tu dis, choisir sa voie. Et pour ça, il faut se connaître. Il faut vraiment que l'enfant il puisse savoir
qui je suis, qu'est-ce qui fonctionne avec moi, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, etc. Et on fait beaucoup de sensibilisation à ça dans notre approche pédagogique. Ça veut dire qu'ils deviennent vraiment des acteurs, encore une fois, conscients d'eux-mêmes et des autres. C'est beaucoup plus que peut-être dans un système traditionnel où on va écouter, c'est toujours l'adulte qui décide de tout. Vous êtes des substituts des bons parents en fait. C'est un complément. En tout cas, c'est un complément. Alors, on va avancer un petit peu. Stan, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur l'éducation nationale avant qu'on fasse la chronique de Fanny, s'il te plaît? Je vais essayer. Déjà, actuellement, on va revenir du coup sur l'éducation nationale, donc le schéma classique. Le schéma classique aujourd'hui, c'est un budget qui était avant de 51 milliards et quelques. C'est le budget le plus conséquent du gouvernement. Le budget de l'éducation, c'est le plus gros budget du gouvernement. C'est le plus gros. Après, c'est l'armée et l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire que c'est le seul ministère qui est capable de concurrencer l'armée et l'intérieur. C'est pas la santé, c'est pas l'environnement, c'est l'éducation. Ils auraient besoin d'un petit peu. Et l'éducation, aujourd'hui, on est tous là en train de dire, mon Dieu, c'est terrible ce qu'on a fait de l'éducation. Donc vraiment, faut voir que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on augmente d'1 milliard. Je sais pas si vous avez suivi, mais ça fait quelques temps en fait qu'il y a beaucoup de mouvements qui se jouent autour de l'éducation nationale. Ça commence avec la réforme du bac 2014, 15, 16, je me souviens plus exactement, je suis désolé. Petite réforme qui fait son entrée en jeu. Et surtout l'année dernière et il y a 3 ans, pardon, Parcoursup. Parcoursup, là, c'est le premier gros coup de pied en fait. Où on va lentement diriger les élèves vers une sélection. C'est-à-dire que déjà, on sait qu'il y avait une sélection sociale, qu'il y avait une sélection, implicite, enfin, je veux dire, une sélection qui disait pas son nom, quoi, qu'on n'entendait pas, mais on savait qu'elle était là. Comme le recrutement dans les entreprises, qu'il y avait du délit de faciès, ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, on l'a officialisé, en fait. Parcoursup a officialisé cette sélection. C'est comme la loi travail, je veux dire, on savait déjà qu'on faisait des heures sup qui étaient illégales, entre guillemets, et la loi travail est venue légaliser tout ça. Tu peux expliquer un peu? Il y a des analogies, est-ce que tu peux expliquer un petit peu sur Parcoursup? Parcoursup, Tu nous balances un scud comme ça, moi je veux bien, mais à la limite. Oui, mais parce que je crois qu'on voit en gros la provenance des lycées, etc. Ah, c'est ça. Et du coup, les lycées sont dans des zones un peu sensibles. C'est les attributions post-bac. Alors et justement, mais il y a eu plein de critiques, mais ils veulent les rendre ça, pas rendre ça visible du coup. Voilà. Anonyme. Mais plus tard, voilà, anonyme. Anonyme selon le lycée d'où tu viens, en gros. Actuellement, c'est des algorithmes qui sélectionnent en fait les élèves. Ouais, et les algorithmes. À mon époque, c'était pas les algorithmes, c'était le bordel quand même. Oui, Fanny, on va passer à ta petite chronique et puis ensuite on va partir sur un quiz. S'il te plaît, je te place un petit jingle parce que les gens ne te connaissent pas, donc on a envie de savoir qui c'est celle-là finalement. Ok, alors bonsoir à tous. Alors moi, bonsoir. Merci, bonsoir. Si je suis là ce soir, c'est pour être votre supplément humour, votre touche de galéjade, votre petit ajout en calembour. Effectivement, une émission de radio sans un peu d'humour, c'est comme une fondue sans fromage, une émission de Cyril Hanouna sans nouilles dans le slip, ou encore un reportage sur la pédophilie sans Michael Jackson. Ça a beaucoup moins de saveur. Alors aujourd'hui le thème de l'émission c'est éducation et nouvelles méthodes. Je me suis d'abord donc questionnée sur ce qu'est l'éducation à la française. Oui, parce que ça ne s'entend peut-être pas, mais moi je suis suisse. Alors France Inter a Marina Rollman, Radio VL a choisi Fanny Pochol. Bon. Ouais, on est très contents. Merci. C'est gentil, manque de budget je suppose. J'ai donc fait mes recherches. Alors c'est vrai que la France c'est le pays de l'élégance, de la gastronomie, de Julie Lescaut, mais de l'éducation un peu moins. Certains journaux vous traitent même de cancre avec les derniers résultats de PISA. Enfin rassurez-vous, vous restez mieux classés que les Américains. Enfin, ceci dit, c'est pas pour défendre nos amis du pays de l'obésité, mais quand disons, une moitié des élèves meurent dans des fusillades, ça laisse beaucoup moins d'élèves pour faire des tests. Mais qui sont les mieux classés, me direz-vous? Sur qui faut-il prendre exemple? Eh bien, sur la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Et non, ce ne sont plus les pays du Nord qui sont les meilleurs, ce sont les Asiatiques. Bon, ceci dit, quand on sait que ce sont des enfants chinois de moins de 13 ans qui fabriquent nos smartphones pour moins de 160 € par mois, on se dit que c'est peut-être pas si mal d'être les cancres d'un concours élisant le pays avec la soi-disant meilleure éducation.
Mais évidemment, on peut faire des progrès en France. On parle de plus en plus donc de la méthode Montessori, une méthode qui prône l'autodiscipline et la liberté de l'enfant. Il s'agirait d'apprendre à chacun son rythme, sans pression d'avoir faux ou vrai, sans la peur de se tromper et donc de décevoir. On est sur un vachement beau projet, non ? Néanmoins, c'est un projet aussi beau que coûteux, compté entre 4 000 et 10 000 euros annuels par enfant. La liberté serait-elle donc un luxe que seuls les plus riches ne peuvent s'offrir ? Mais pourquoi avoir besoin d'autant d'argent pour donner à nos enfants l'envie de croire en eux ? Donnez-moi ne serait-ce qu'un quart de cet argent et moi je m'en occupe de dire à vos gosses chaque matin qu'ils sont les meilleurs et qu'ils peuvent conquérir le monde. À ce prix-là, je leur offre même le petit sourire qui va avec. Et en plus, moi, comme je suis suisse, votre argent, il sera en sécurité avec moi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Alors avant qu'on passe au petit quiz, moi je voudrais juste vous interpeller sur un élément du mash-up, parce que c'est vrai que le ministre Monsieur Blanquer dit vouloir s'inspirer de cette philosophie Montessori et que du coup ça puisse peut-être à terme faire en sorte que cette philosophie-là puisse être insufflée à un maximum d'enfants dans le pays. Peut-être Caroline, une petite réaction sur cette philosophie, cette idée-là, cet objectif-là qu'a souligné le ministre. Pas trop, mais j'ai envie de rebondir sur la chronique, si tu veux bien. Ma question, on s'en fout, vas-y. Du coup, désolée. Non, mais je voulais juste dire que les écoles Montessori sont chères pour un particulier, mais je voulais rappeler le coût d'un élève à l'État. Parce qu'au final, les écoles Montessori ont aucun financement de l'État, c'est-à-dire 0 € et toutes les écoles privées n'ont aucun financement. Ouais. Et un élève à l'État, en fonction du niveau, donc en primaire, je crois que c'est 7 000 € l'année par élève. Au collège, ça monte à 10 000 € et au lycée, c'est 12 000 € par année par élève. Donc au final, c'est moins cher. Mais c'est juste que c'est pas financé par l'État. C'est ça. Donc, les parents payent en plus le double prix. Ils payent à travers les impôts à l'école publique. Oui, mais tu payes tes impôts. Tu sais pourquoi tu payes tes impôts. Oui, pas sûr. Pas toujours un système qui marche. Tu sais pourquoi tu payes tes impôts. Ah ouais, je sais pour ce genre de conneries. Mais concrètement, après Montessori ou autre école, voilà, si tu as les moyens. C'est parfait. Exactement. Si tu n'as pas les moyens, tu vas pas. Après, il faut voir aussi, je peux juste rajouter, il y a aussi le choix, on va dire, de l'État et le choix politique de faire ça, parce que si vous prenez d'autres pays, par exemple les Pays-Bas, la Finlande, les Pays-Bas, toutes les écoles Montessori sont subventionnées à la même hauteur que toutes les autres écoles. Ça veut dire que ça coûte 6 000 € et pour chaque élève qui est scolarisé dans une école Montessori, l'État donne à l'école ces 6 000 €. C'est pas les parents. En Suède, il y a des chèques d'éducation qui existent. Donc l'État a calculé combien ça coûte le prix moyen. Il donne aux parents un chèque de ce montant. Et c'est les parents qui choisissent s'ils veulent une éducation Montessori, catholique, etc. Parce que ça, quelque part, c'est aux parents qui revient le choix, quelle éducation qui va donner à l'enfant. Merci pour ces précisions. Qu'est-ce qui nous manque en France pour passer justement d'un système un peu archaïque comme c'est le cas aujourd'hui à une transition vers un modèle plus Montessori avec économiquement un sens comme ça a été évoqué en plateau à l'instant. Maria, qu'est-ce qui manque ? Moi, je pense qu'il y a un vrai... Déjà, comme c'est le mammouth, le système est très gros. Et après, il a la vraie préparation de l'adulte qui est nécessaire. Donc, il faut vraiment former les éducateurs. Non. Les enseignants, les éducateurs, il faut les former. Donc, une des nécessités dans un environnement Montessori, c'est l'adulte préparé, l'enseignant qui est formé à cette pédagogie. On ne peut pas prendre juste des petits morceaux et de dire qu'on fait Montessori, ça ne marche pas. Et c'est vraiment important d'appliquer tous les différents composants de cette pédagogie, y compris la formation de l'adulte. Et ça, c'est tout un autre chapitre de l'histoire. Est-ce que ça n'a pas l'air d'être une appel d'offres de dire oui, l'esprit Montessori, parce que c'est très positif, donc du coup, ça coûte rien de dire ça, et finalement, rien faire avec. Moi, je pense que, franchement, si chacun avait ce chèque de 6 000 € pour pouvoir aller dans les mains, tout le monde irait, ou du moins une grande majorité, parce qu'on sait vraiment l'intérêt de ça. Mais après, c'est la volonté politique qui manque. Nous, on est très contents de pouvoir. C'est une question de redistribution. C'est un vrai sujet. Nous, on vous soutiendra dans l'émission et on fera en sorte que ça puisse avancer. Si on peut sensibiliser que ce soit les pouvoirs publics sur ces questions-là, ou même les organisations de la société civile dont la Fabrique Spinoza fait partie et avec lesquelles on travaille depuis un petit moment, on continuera à pousser pour que ça arrive le plus rapidement possible, puisque je pense que c'est un petit peu l'éducation du futur. Alors, on va passer un petit quiz pour vous pouvoir tester un petit peu vos connaissances et voir un petit peu qui va passer ou pas au rattrapage. Il y a encore des notes.
Alors très bien, c'est l'heure du quiz. Très bien, je vous explique les règles rapidement. Je vous donne 3 indices. Si vous avez la bonne réponse, vous marquez un point. Si vous n'avez pas la bonne réponse, le camp d'en face peut proposer une réponse. C'est celui qui rassemble le plus de points. Pour savoir qui commence et qui a la main, une question de départage. Et oui. Forcément, on dit l'éducation nationale, etc., etc. Les étudiants ou les élèves sont de plus en plus cons, pour reprendre l'expression de Conan. Et bien, figurez-vous que j'ai cherché un petit chiffre et j'aimerais que vous me donniez le pourcentage d'alphabétisation de la population mondiale en 2019, s'il vous plaît. Mondial, ouais, non. C'est super. Non, mais je savais en 2018, tu vois. Mais Ah oui, mais là, 2019, ça t'a bloqué. De gens qui... Alphabétisation. Ouais. Des gens qui parlent ou qui ne parlent pas. Analphabète ou alphabète? Non, les gens qui sont alphabétisés. Et du coup, si on donne une mauvaise réponse, on a perdu, c'est ça? Quoi? Si on donne une mauvaise réponse, on a perdu. Attends, non, c'est pas clair. Ta question n'est pas claire. C'est sur la population entière. Sur la population mondiale, que vous me dites le pourcentage de personnes qui sont alphabétisées. Ah, ok. Moi, je vous laisse la main, les gars. C'est plus de la moitié, c'est ça. 60%. Parce que la moitié, c'est pas sûr. Parce que dans les pays développés, c'est dans les 90%. Pays africains, c'est pas une certitude. Les pays asiatiques, c'est pas une certitude. Mais il y a plus de monde qui habite en Asie. Là-bas, c'est ça. Ouais, 50%. Alors, qui se lance à l'eau? Attends, on va les laisser répondre. Ok. Vas-y, lance-toi. Allez-y, on vous laisse prendre la main. Non, à vous. Nous, on n'a aucune idée, donc... Vas-y, dis quelque chose. Maria avait... Comme ça, allez, vas-y. 60% pour... 60%. 60% ici. On dit... Ça vous va 61, 62 55 55, allez. On tente 56. Moi, je dirais 43, mais bon. 55, ça vous va? Oui, 55, parfait. Vous avez la main. C'était 86. Ah, mais voilà. Mais c'est chez vous, il y a plein de gens. Ça veut dire qu'on fait aussi des progrès au niveau mondial et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on peut être content de l'image que j'ai de l'humanité, c'est terrible. Ah non, t'es là, est-ce qu'il y a la moitié? Alors, vous avez le choix entre être l'équipe prépa ou ZEP. Qu'est-ce que vous préférez? Faut que je laisse les filles. L'équipe ZEP, ceux qui viennent de loin et qui vont quand même gagner. La ZEP? Allez, va pour la ZEP. Allez, la ZEP contre les prépas, très bien. Alors, on est les prépas, je déteste les prépas. Ah, tu vois, fallait choisir, mon gars, fallait choisir. Il voulait pas se mouiller. Alors, très bien. À nous, les ZEP. Ça peut être Indice numéro 1. Les prépuces. Mon prénom est Trifon. Indice numéro 2. Je porte un chapeau melon. Oh, si, je sais. Indice numéro 3. J'ai le nom d'une plante. Mais oui, mais je sais. Tintin. Dupont et Dupont? Non, il y a Dupont et Dupont, il y a Doc. Et il y a. Le capitaine Tournesol? Tournesol. Professeur Tournesol. Ouais, c'est pas capitaine. C'est une bonne réponse. T'es pas loin de la sortie de route. Très bien. Capitaine Haddock. Un point pour les ZEP. Très bien. Je les fais tous, je connais, t'inquiète. Alors, ça va. indice numéro 1. Je suis une pédagogue et médecin italienne. Indice numéro 2. Je prône l'autonomie des enfants à travers 4 règles. Indice numéro 3. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est une bonne réponse. Si ça avait pas été ça. C'est le premier tour. Attendez-vous. Merci Clara. Moi, j'aurais appelé sur Indice numéro 1. J'ai été fondé en 1980. Indice numéro 2. J'ai été créé par Puff pour Pierre-Élie Ferrier. Indice numéro 3. Mon personnage déforme les mots et les expressions comme le font souvent les enfants. Je répète. Indice numéro 1. J'ai été fondé en 1980. Indice numéro 2. J'ai été créé par Puff pour Pierre-Élie Ferrier. Indice numéro 3. Mon personnage déforme les mots et les expressions comme le font souvent les enfants. C'est pas Puff, c'est Pef, le dessinateur. Ah! Et le petit, comment il s'appelle? Titoff. Voilà, c'est ça. Titoff. C'est une mauvaise réponse. Vous avez une réponse? Heureusement que là, pour m'aider, moi j'ai la suite, mais j'ai pas le début. Titoff, c'est ZEP. C'est pas... Ouais, c'était ça, mais ça, en tout cas, c'est un dessinateur. Il faut une réponse. Hein. C'était pas Titoff. C'est une mauvaise réponse. Non, mais c'est pas papa. Attends. Non, c'est fini. Non, mais juste pour le machin, c'était pas Titoff, c'est. C'est qui alors? Le petit avec sa. Le petit Nicolas? Je vais vous donner la réponse parce qu'il faut qu'on. C'était le prince de Motordu. Ah ouais, je connais pas du tout. Motordu. Ah oui. J'aimais trop. Je connais pas du tout. De plus de noms quoi. Toujours un partout. Indice numéro 1.
Je fais partie de la dynastie des Carolingiens. Indice numéro 2. France Gall fait résonner mon nom dans l'une de ses chansons. Indice numéro 3. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Indice numéro 1, je répète. Je fais partie de la dynastie des Carolingiens. Indice numéro 2. France Gall fait résonner mon nom dans l'une de ses chansons. On a dit Charlemagne. C'est une bonne réponse de 1. Heureusement qu'il y a un peu de culture, c'est bien. Parce que là, moi, j'étais... C'est dégueulasse. Franchement, moi je vais me révolter là. Elle fait quoi la chanson? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Je savais que c'était France Gall. Ce sacré Charlemagne. Allô. J'ai écrit l'un des romans les plus célèbres sur l'éducation. Indice numéro 2, j'ai souvent distingué l'instruction de l'éducation. C'est pour toi que non. Indice numéro 3, j'ai le même nom qu'une célèbre marque de mode masculine. Indice numéro 1, je répète, j'ai écrit l'un des romans les plus célèbres sur l'éducation. Indice numéro 2, j'ai souvent distingué l'instruction de l'éducation. Indice numéro 3, j'ai le même nom qu'une célèbre marque de mode masculine. C'est la maman de Carlos, non? C'est pas ça? Vous pouvez répondre. Hein. Là, je sais pas du tout. Honnêtement, une célèbre marque de vêtements. C'est pas une marque de vêtements masculins connue. Masculin? Vous avez une réponse? Giro. Comment elle s'appelle? La bonne femme? Mais merde, vous donne pas savoir ça! de ton idée. Vous n'avez pas de réponse. La femme qui a écrit des bouquins sur l'éducation à la française. Dolto, Françoise Dolto. Non, c'est pas ça. Ah non, moi je suis... Vous avez une réponse? Tu peux redire les indices? Non, faut suivre. Quand le timing est fini, le timing est fini. Non, je sais pas. Bon, bah c'était Victor Hugo, très bien. Okay. Ah bon? Victor Hugo? J'ai du mal avec le name dropping comme ça. T'as des slips qui s'appellent Hugo? Il y a une marque qui s'appelle Hugo. Hugo Boss. Ah, Hugo Boss. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas Victor Hugo. C'est tiré. C'est vrai que j'étais parti sur Calvin Klein. Non, mais c'est clair. J'ai dit j'ai le même nom. Le même nom, c'est un nom? C'est son nom? C'est Hugo? C'est son prénom. C'est son prénom déjà, c'est Hugo Boss. Non, Victor Hugo. Oui, mais c'est le prénom. Ah, c'est son nom. Arrêtez de trouver des Non, mais c'est une escroquerie. D'accord, très bien. Tes références sont Tu peux pas battre le maître du jeu. C'est très bien. Tu peux pas. Jamais. Indice numéro 1. Mon approche pédagogique est basée sur les travaux scientifiques et pédagogiques des docteurs Séguin et Montessori. Indice numéro 2. J'ai le même prénom qu'une célèbre marque de mode féminine. Indice numéro 3. J'ai écrit les lois naturelles de l'enfant. Céline Salva. Bah merci du coup. Céline Alvarez. Ah ok. C'est une bonne réponse, mais franchement là, en même temps... Bah voilà, explication pourquoi je ne mettrai pas mes enfants chez Montessori. Parce que c'est des balances. Il n'y a pas de concurrence. Et d'ailleurs, c'est une bonne réponse. opération. Non, Maria, c'était une bonne réponse, mais en l'occurrence... Ils peuvent pas garder les trucs, ils peuvent pas garder les trucs. D'ailleurs, c'est Blanquet qui a financé les expérimentations de Céline Alvarez. Ah, mais t'es bien d'accord, hein. Donc il a fait des trucs. Bon bah victoire des prépas. Moi qui voulais que les ZEP renversent un petit peu la vapeur. Non, mais moi je... Ils ont eu des questions très faciles, voilà. C'est très facile et en plus on avait une... Traître. On va faire un dernier tour de table avant qu'on rentre l'antenne. Merci à vous. Voilà, c'est vrai que vous aviez des questions plus difficiles, mais en même temps voilà, c'était le jeu de la question de départage. Caroline, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes podcasts? Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-nous. On peut te retrouver sur quelle plateforme? Sur Instagram. Sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Mon site internet c'est evoilapodcast.fr. Donc si vous voulez écouter les podcasts des enfants du futur, écoutez Caroline. Et voilà. C'est sur toutes les plateformes. Et dimanche il y a un super Spotify, épisode Deezer, qui sort. Tout. Très bien. Vous posez pas de questions, vous allez sur une plateforme. Il y a quoi dimanche? Dimanche, il y a un épisode que j'ai trop envie de partager parce que j'ai interviewé un petit garçon qui vit en communauté gitane. Et moi, j'ai à cœur d'interviewer tout type de milieu socioculturel. Et du coup, c'était hyper enrichissant de se confronter à ça. Des paysans. Trop cool. Excuse-moi, t'as quel âge? Je viens d'avoir 27 ans. 27 ans, ah bah, je crois que tu avais 18, c'est pour ça. Mais parce que pour s'occuper des enfants et tout ça. On a dit que l'âge c'était pas important. Oui, mais quand même. Il écoute rien de l'émission. Il est là, il écoute rien de l'émission. Il y a une maturité qui est incroyable. Bon, donc du coup, ça s'explique puisque tu as 27 ans. Merci. Pardon. Fanny, alors quelle est ton actualité? Comment on peut te suivre? Comment ça se passe pour toi? Alors on peut me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, je suis très active. Fanny Pochol, POCHO2LE. Et je suis en tournée un peu partout. Là, je vais à Nantes pendant 2 semaines. Après, je vais être au Mans. Je tourne pas mal. Et sinon, à Paris, la prochaine date, c'est le 21 mars au théâtre Le Lieu à 19h. C'est un samedi. Ah bah je passerai avec plaisir. Et au Festival d'Avignon cet été.
Et ben si je suis au Festival d'Avignon, dans le off, voilà, on ira boire un coup. Avec plaisir. Ça sera magnifique. Maria, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à Beautiful Minds? Qu'on continue à se développer et ouvrir d'autres structures. Et nous, dimanche aussi, on organise un atelier famille zéro déchet, donc dans le cadre de notre sensibilisation à l'écologie. Donc, tu veux prendre Conan avec toi ou pas? Tu veux prendre Conan avec toi ou pas? Ah, mais je suis un déchet à moi tout seul. Faut te recycler, justement. Bien joué. Alors, je vais toujours finir par une petite citation. Clem, tu veux dire un petit mot avant qu'on rentre l'antenne? T'as un petit message à faire passer? Bah oui, qu'est-ce que je peux dire? Une citation. Cool. Que moi, je suis totalement en accord avec les principes qui disent que justement, par l'éducation, on peut rendre meilleurs les enfants de demain, qui seront les adultes de demain, et du coup, rendre le monde meilleur. Et moi qui prône vraiment la bienveillance et le bonheur en France, on essaie vraiment de créer plus de bonheur en France avec la Fabrique Spinoza, et ça passe également par l'éducation, et vraiment par l'éducation même en fait. Voilà. Très bien, bah écoute, on va suivre ça, on est très content de t'avoir. Stan, un petit mot avant qu'on l'antenne, mon ami? Eh ben, restons éveillés, hein, restons attentifs. Et j'aimerais juste dire, j'ai discuté avec une prof qui est en lycée tout à l'heure. On s'est retrouvés bloqués dans le train, bref, du coup on a parlé de ça, elle me racontait un peu tout ce qui se passe au niveau des réformes. C'est très important ce qui se passe. Si vous l'avez pas encore entendu ou compris, vraiment, prenez le temps de vous renseigner là-dessus, renseignez-vous sur ce que c'est que les E3C, comment ont été découpés justement les pourcentages dans la manière de noter les élèves dans le bac. Le fait qu'on a supprimé en fait la notation la semaine d'examen de bac, c'est supprimé. Le but c'est de faire des notes au continu sur 2 ans. Donc il n'y aura plus d'examen de bac. Restons attentifs là-dessus. Il faut rester attentif sur ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale parce que comme on vient de le dire, c'est les adultes de demain, donc c'est notre monde. Il faut rester ouvert vers les méthodes Montessori et autres méthodes comme ça. Et continuons de nous organiser entre nous, quoi. Créons de nouvelles structures entre nous. Voilà, vraiment. Mais merci beaucoup. On finit toujours par une petite citation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'était Mandela. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. On vous aime. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Merci. Ça va, c'était sympa? Ouais. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. À lui cru. Lui, il aime pas les sauces. Excuse, t'inquiète, j'ai mes enquêtes, j'ai mes hommes. Et bah bientôt, je te cache pas Rochi, qu'il manque 6000 vues pour que Attaque pète le million.